Alors, je voulais évoquer avec vous cette mosquée qui a été fermée en Seine-Saint-Denis pour incitation à la violence et apologie du terrorisme. Donc, c'est la mosquée de Chanteloup, à Aulnay-sur-Bois. Elle diffusait une idéologie islamiste radicale qui reprenait la rhétorique d'organisations terroristes, légitimant le djihad et valorisant la mort en martyr. Dans une vidéo même publiée sur X, datant de plusieurs mois, un imam de cette mosquée donnait une conférence et il encourageait les musulmans à frapper leurs enfants âgés d'au moins 11 ans s'ils ne priaient pas. Sébastien Ligné, cette vidéo, déjà, elle a quelques mois. Ma première question, c'est est-ce qu'on réagit un petit peu trop tard et surtout, combien de mosquées en France on a comme ça qui peuvent être radicalisées et qui en réalité sont sous notre nez? C'est une énorme zone grise en réalité. On n'en parle jamais de ces mosquées. On sait, il y a deux chiffres qui sont à peu près connus, mais qui sont selon moi sont assez imparfaits. C'est qu'on nous explique qu'aujourd'hui, il y a environ 2600 mosquées dans toute la France et que sur ces 2600, vous en aurez environ 150 qui sont des mosquées qui sont officiellement affiliées notamment aux frères musulmans. Quand vous écoutez des experts, notamment du renseignement ou de la police, ils vous disent on est bien au-delà des 150. Le problème, c'est que on n'a pas l'arsenal juridique pour lutter contre cela. Souvenez-vous du torrent de polémiques qu'avait suscité la petite loi sur le séparatisme en 2021, qui n'était pas une loi absolument révolutionnaire, mais qui simplement faisait un petit peu avancer le combat. Ça avait créé ce fameux délit de séparatisme, ça avait tenté d'encadrer les financements de ces lieux de culte. Ils avaient aussi essayé de faciliter les fermetures administratives des lieux de culte quand il y avait des prêches haineuses. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le nombre de fermetures par an se compte sur le doigt d'une main et qu'en effet, il y a un manque de transparence totale. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable dans ce pays de citer clairement. Moi, j'ai jamais eu un ministre qui m'a dit clairement, OK, dans notre pays, il y a tant de mosquées salafistes. On ne sait pas. On ne le sait pas en fait. On ne sait pas. Et le deuxième sujet, c'est qu'on le sait aujourd'hui, là on parle d'une mosquée, mais qu'aujourd'hui la radicalisation, elle se joue évidemment à la mosquée, mais elle se joue aussi sur les réseaux sociaux. Là, c'est complètement impossible de lutter contre ces prêcheurs en ligne. Ça se joue dans les quartiers, ça se joue avec le narcotrafic. Donc en réalité, on est complètement dépassé. Et encore une fois, c'est vrai, c'est tellement incroyable, même d'un point de vue démocratique, que les Français ne puissent pas savoir publiquement combien de mosquées sont potentiellement dangereuses. Et vous pensez qu'on ne sait pas ou est-ce que c'est l'État qui choisit de ne pas communiquer les chiffres? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que l'État a des chiffres qu'on n'a pas. C'est normal. Après tout, les secrets d'État existent. En revanche, je pense qu'il y a aussi une part d'incompétence et que même au sein de l'État et même au sein des services de renseignement, l'ampleur du fléau nous échappe un petit peu et que c'est aujourd'hui très compliqué de savoir exactement combien de mosquées. Parce que quand ils nous disent oui, officiellement proche des frères musulmans, mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous pensez bien on n'est pas allé vérifier toutes les prêches dans les 2600 mosquées. Donc en réalité, c'est potentiellement beaucoup plus que cela. Oui. Alors Alexandre Malafaille, on parle évidemment de cette influence des frères musulmans qui cherchent à s'infiltrer alors dans les associations, dans les écoles, voire dans les collectivités locales. Parfois, ça existe. Est-ce que cette stratégie d'entrisme, selon vous, c'est quelque chose de très structuré et qui nous échappe? Ou alors est-ce que c'est plutôt un phénomène exagéré qui existe un peu par là, etc. Ou alors même on fait face à un phénomène extrêmement structuré qui, en fait, va avoir une ampleur absolument énorme dans les années à venir? C'est très documenté en fait. Les frères musulmans ne partent pas de rien. C'est totalement structuré, pensé. Il y a une véritable doctrine de propagation de l'islamisme. Ça a été théorisé il y a longtemps, il y a presque une centaine d'années. Et ça se met en œuvre lentement mais sûrement. Parce qu'en fait, la mosquée qui est fermée là, alors on verra si elle est fermée dans la durée, parce que là c'est une mesure administrative préventive. Absolument. Donc on verra si le juge confirme, il faut le souhaiter. Mais c'est que la partie visible de l'iceberg. C'est qu'on ferme la mosquée. OK, on met dans le collimateur un imam, problème, en fait. mais de toute façon, la population qui allait prier là, elle venait écouter, elle entendait, elle est toujours là, cette population. Donc, elle est toujours, si je puis dire, galvanisée par les mêmes ressorts, par les mêmes mots, et les mêmes messages sont toujours à l'œuvre. C'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, on a laissé, depuis une trentaine d'années, s'enquister dans notre pays une espèce d'idéologie qui est révolutionnaire, au sens où elle veut imposer une autre façon de vivre, et comme elle sait qu'elle a pour elle la loi du temps et la loi du nombre qui est à l'œuvre, eh bien, petit à petit, elle occupe des positions. C'est comme un peu les Chinois avec le jeu de Go. C'est-à-dire que vous prenez une mosquée, vous prenez un quartier, vous prenez ici, vous prenez là, mais vous prenez aussi dans l'espace public. Quand vous permettez effectivement que finalement on renonce à tel type de campagne publicitaire, quand vous voyez l'évolution
l'évolution du comportement des marques par rapport au halal, qu'on voyait l'évolution des marques par rapport à certaines fêtes annuelles. On ne parle plus de fêtes de Noël, on va parler des fêtes d'hiver, etc. Petit à petit, on se rend compte que, au nom d'une forme d'uniformisation, voilà, on intègre le fait que quelque part l'islam est là. Alors ça, c'est très bien. Enfin, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est une réalité. Mais on tolère les dérives liées à l'islam avec une pratique qui veut effectivement s'imposer au détriment des autres. Et ça, c'est l'islamisme qui est à l'œuvre. Et c'est derrière, bien sûr, l'idéologie des frères musulmans qui tire beaucoup de ficelles, parce que c'est un système qui est très bien fichu. Et en même temps, qui a l'avantage, si je veux dire, pour eux, de créer très vite, en fait, une forme de sentiment d'injustice dès qu'on les stigmatise. Et vous avez, en plus de ça, des partis politiques qui, évidemment, sont soit très complaisants, soit très utilisateurs. Les complaisants, on va dire globalement, c'est le PS et les écologistes. Et les utilisateurs, ce sont les insoumis qui en font véritablement une cible de marketing électoral et qui, eux, pour le coup, ferment les yeux sur toutes les réalités liées à ce frérisme parce que ça sert leurs intérêts. Donc, tant qu'on n'aura pas un système capable de répondre de manière univoque, au sens de voie unique, à ces problématiques-là et de traiter le problème dans la durée, et pas uniquement qu'avec l'arsenal judiciaire, parce que c'est pas que par la répression qu'on traitera ça, mais c'est plus par un vrai projet de société pour faire en sorte que, voilà, globalement, on puisse vivre ensemble et vivre ensemble de la même façon. Ça ne veut pas dire au même rythme, ça ne veut pas forcément dire avec les mêmes codes vestimentaires, mais ça veut dire au même rythme et en respectant les mêmes valeurs. Tant qu'on n'aura pas mis ça en règle, on aura cette difficulté et vraisemblablement avec des moments qui seront toujours très durs à affronter sur un plan de cohésion nationale. Sébastien Livier. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans le panneau qu'on nous tend un petit peu. C'est-à-dire qu'on tente, et le gouvernement le fait très bien. C'est-à-dire qu'on a institutionnalisé cet ennemi qui est les frères musulmans, cette organisation-là, qui existe évidemment, qui est tentaculaire. Mais attention de ne pas croire que le seul adversaire au sein de l'islam politique, ce sont les frères musulmans. Hélas, le problème est bien plus profond que cela. Vous avez des prêches, vous avez des mosquées, vous avez des influenceurs qui se radicalisent petit à petit sans avoir un projet secret derrière, sans avoir la main invisible des frères musulmans. Ce serait facile, en réalité, si aujourd'hui l'ensemble du spectre de l'islam politique était réuni au sein d'une seule chapelle des frères musulmans, qui aurait un chef spirituel des frères musulmans qui gouvernerait de manière hiérarchique. On pourrait s'attaquer. C'est beaucoup plus diffus. S'attaquer à un système comme ça, mais en réalité, on le sait bien. En effet, il y a l'idéologie des frères musulmans, mais il y a tout un tas d'autres chapelles au sein de cet islamisme qui ne répondent absolument pas aux mêmes critères, qui se développent parfois de manière naturelle. Vous voyez des gens qui se radicalisent petit à petit au contact de personnes de leur entourage, parfois aussi dans les clubs de foot, parce qu'aujourd'hui les associations sportives sont devenues des lieux d'entrisme importants, et ça ne répond pas forcément à la main invisible des frères musulmans. C'est parfois, hélas, une évolution qui apparaît presque naturelle dans certains milieux de l'islam. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux, parce que c'est facile de lutter contre l'islam politique, parce que c'est une organisation. En revanche, c'est plus difficile de lutter contre une idéologie qui se développe un petit peu partout dans toute la société et qui ne répond pas à un chef ou à une organisation précise. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Et vous parlez de vivre ensemble. C'est cette fameuse idée qui a un petit peu disparu d'ailleurs. C'est que au début du XXe siècle, il y avait ce mot à la mode, même Nicolas Sarkozy en parlait, c'était « il faut faire l'islam de France ». C'était cette idée qu'on allait recréer l'islam ou qu'on allait faire un nouvel islam qui soit compatible avec les valeurs de la République. On voit bien que cet islam de France, soit on n'a jamais réussi à le faire, soit il est impossible à faire. Je ne sais pas quelle est la solution, mais ce qui est certain, c'est que 25 ans après, plus personne ne parle d'islam de France, parce que tout le monde a compris que l'islam de France, ça n'existe pas, ou qu'en tout cas, il allait falloir qu'un des deux composants s'adapte. Soit c'est la République qui s'adapte à l'islam, comme le veulent les islamistes, soit c'est l'islam qui s'adapte à la République. Mais dans tous les cas, il va falloir qu'un des deux camps, je n'ai pas envie de forcément opposer les camps comme ça, mais c'est un petit peu la réalité, un des deux camps s'adapte. Les Juifs se sont adaptés à la République, les fameuses lois napoléoniennes, la religion catholique s'est adaptée évidemment à la République française, parfois dans la douleur. On ne va pas refaire l'histoire des actes antichrétiens lors de la Révolution française, mais la loi de 1905, typiquement, qui était une loi dite sur tous les cultes. En réalité, la loi de 1905, c'est une loi qui vise évidemment la religion catholique, parce qu'à l'époque, la religion catholique est ultra majoritaire, et le but de la loi de 1905, c'est de réduire l'importance de la religion catholique. Et les catholiques ont adapté leur religion, leur culte, leur foi à la République française. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir que les musulmans, et là je ne parle pas des islamistes, que les musulmans, que l'islam en France s'adapte aussi à la République et accepte de lâcher certaines pratiques, certains dogmes pour s'adapter à la France. Je crois qu'on est encore loin.